Bonjour et bienvenue Bonjour. dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission Time for the Planet qui est le mouvement citoyen qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. On choisit d'interviewer des personnes très variées, comme Dominique Bourg aujourd'hui, avec lesquelles on n'est pas forcément d'ailleurs d'accord, mais on leur donne la parole. Et donc aujourd'hui, avec Dominique Bourg, la grande question qu'on va traiter, c'est: est-ce que la politique ou les technologies peuvent éviter, selon vos propres mots, que la planète pète? Alors, ne nous dites pas tout de suite, ne nous dites pas tout de suite. Est-ce que déjà on peut commencer par se tutoyer pour cette interview? On se tutoie. Super. Alors, avant d'égrener ton CV, une petite question assez personnelle. Attention, ne te vexe pas, c'est le slogan de Time for the Planet, mais je la tente quand même. Dominique Bourg, est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète? Non, parce que j'aime trop les plantes. La pisse est azotée, on les garde pour les plantes. Génial, j'adore cette réponse. Bon, maintenant qu'on connaît ce détail très original, une petite présentation plus formelle. Donc Dominique Bourg, tu es philosophe, professeur honoraire de l'Université de Lausanne et ancien président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Tu es un penseur reconnu du vivant, spécialiste des questions environnementales. Tu t'intéresses aux enjeux politiques, démocratiques, économiques, mais aussi spirituels et même, tu l'as rajouté, métaphysiques, que contient l'écologie. Et tu as écrit une trentaine de livres, je t'en cite 3, tu pourras en rajouter d'autres si tu veux. Il y a Vers une démocratie écologique, le citoyen, le savant et le politique, en 2010, je crois. Écologie intégrale pour une société permacirculaire en 2017, ou Retour sur Terre, 35 propositions, qui est sorti, je crois, l'an dernier. L'an dernier, oui. Alors, pour compléter cette présentation un peu formelle, est-ce qu'il y a des choses personnelles que tu veux nous dire? Est-ce que tu as des enfants? Où est-ce que tu as grandi? Où est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur l'écologie? D'aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. 2 filles, un garçon, tous inquiets évidemment pour le climat. Ils sont tous passés par Extinction Rébellion, plus radicaux maintenant. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis né dans une cité ouvrière, et je veux dire, c'était une initiation extrêmement intense à la connerie du monde. Okay. Et je crois que ça a été vraiment extrêmement formateur pour moi. Pourquoi? Tu peux nous en dire plus? Tout simplement parce que les jeux sociaux étaient d'une transparence et d'une bêtise affolante. En fait, déjà, c'est une cité... comment on appelle ça, la paternaliste, hein. C'était une cité Solvay, près de Dole, à Tavaux, et en fait, tous les immeubles étaient construits par l'usine. Et donc, en fonction du degré de la hiérarchie de l'usine auquel on appartenait, la couleur des volets changeait, etc. Et quand on passait de P1 à P2, j'en sais rien, on gagnait 5 cm² dans les chiottes. Ensuite, après, on avait de plus belles maisons. Les ingénieurs maisons avaient des maisons qui ressemblaient au contremaître. Les autres ingénieurs avaient des maisons typées selon leur école. Les 4X avaient une très belle maison. Et puis, le patron, qui était aussi un X, forcément, lui n'était pas dans une maison construite par Solvay. Il était dans un manoir, c'est-à-dire, on aurait dit, en théologie autrefois, akéropoïtès. Comme il était Dieu, il ne pouvait pas avoir une maison faite de main de Solvay. Et en fait, mes parents étaient commerçants, donc moi j'étais jalousé et méprisé par les enfants d'ingénieurs, jalousé par les enfants d'ouvriers, les uns et les autres enfermés dans leurs rôles sociaux. Et donc c'était une découverte de la connerie humaine extrêmement intense et rapide. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai voulu, je suis désolé pour toi, devenir ni ingénieur, ça c'était plutôt pour notre ami tout à l'heure, ni ingénieur, ni ouvrier, et voilà, je suis devenu philosophe. Ok, bon, c'est pas grave, c'est une carrière intéressante aussi. Oui, bien sûr, j'espère. Bon, alors, on va s'intéresser à notre grande question du jour. Donc, je la rappelle, c'est: est-ce que la politique ou les technologies peuvent éviter que la planète ne pète? Et donc, on va commencer par le constat. Et donc, j'ai une petite devinette pour toi. J'ai une citation que je vais te lire. Et le but, c'est que tu me dises de qui l'a écrit. Ouais. Écrit ou dit d'ailleurs. Ouais. Alors, les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Il est clair que notre guerre contre la nature a cassé la planète. Ça doit être Vogt ou Osborne. Alors, en fait, c'est une citation de l'ONU. C'est pas vrai. Une publication récente. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment, elle est tirée je crois que c'est d'un livre d'Osborne. Il y a le livre de Vogt et le livre d'Osborne, c'est 2 livres qui paraissent en 47, 48, très vite traduits d'ailleurs en français. La fin de la planète est faillie, c'était le titre français, et l'autre je ne sais plus. Et c'est dans ces 2 livres-là, il y a vraiment cette idée d'une guerre que les hommes entament contre la nature et qu'ils vont nécessairement perdre. Mais alors, du coup, est-ce que l'ONU a perdu la tête ou est-ce que tu fais le même constat qu'eux, on a cassé la planète?
Alors, la planète, on ne va pas la casser. Ce qu'on va péter, c'est les conditions de vie favorables au séjour humain sur la Terre et au séjour des autres espèces. Alors ça, je suis désolé de le dire, mais c'est déjà en cours. Hein. C'est déjà bien entamé. C'est déjà, oui, pas mal entamé, oui, malheureusement. Est-ce que tu peux nous donner justement 2 ou 3 chiffres qui t'ont le plus marqué au cours des dernières années et qui incarnent ce constat un peu terrible? Je dirais 2 chiffres. L'un, il va porter sur la rapidité de réchauffement et l'autre sur le temps qu'il y a entre nos bêtises et leurs effets. Donc le premier chiffre, alors c'est à peine arrondi, mais c'est le Met qui tous les ans fait une moyenne des calculs des différents labos et nous donne à peu près où on en est. Et là, en arrondissant un peu le chiffre, on en est à une augmentation de la température moyenne sur Terre pour 2020 d'1 degré de dixième. Et en fait, les 2 dixièmes, on les a pris entre la fin du 19e et le seuil des années 40. Ça, c'est la fin du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, il commence sur Terre au début du XIIIe siècle. Il sera très sensible en Europe à la fin du premier tiers du XIVe siècle. Et après, tu as la peste noire, etc. La guerre de 100 ans, enfin bon. Et là, de la fin des années 70, oui, grosso modo, jusqu'à aujourd'hui, on a connu une hausse de la température d'1 degré. Donc 1 degré en 40 ans. En fait, quand il n'y a pas d'accident, quand on passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire ou vice-versa, la température moyenne évolue sur Terre d'1 degré tous les 1000 ans. Là, on a pris 1 degré en 40 ans. Et d'après nos modèles, eh bien, en fait, on va encore prendre dans les 20 ans qui viennent, et ça, c'est déjà décidé, je vais l'expliquer après, on va encore prendre 8 dixièmes. Et ça, quoi qu'on fasse. En gros, le fait qu'on aura très probablement 2 degrés de plus par rapport à la moyenne des températures de la seconde moitié du 19e siècle, c'est déjà dans les tuyaux. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut bien comprendre. On dégrade, il n'y a pas de conséquences. Et 30, 40 ans après, les conséquences se donnent à sentir. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu émets une molécule de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle va rapidement déployer qu'1 tiers de son pouvoir de réchauffement. Les 2 autres tiers, elle va les déployer dans les décennies qui viennent jusqu'à concurrence, grosso modo, d'un siècle. Ce qui fait que, en gros, ce qu'on a accumulé jusqu'à aujourd'hui a déjà décidé de la température qu'on va connaître dans 20 ans, 20-30 ans. D'accord? Et donc ça, c'est très important. Si nos politiques étaient intelligents, ils ne devraient pas caler leur politique publique sur le passé, ce qu'ils font même pas, ni sur le présent. Il faudrait décider aujourd'hui de ce qu'on sait. C'est-à-dire se préparer à la température qu'on aura dans 20 ans et tout faire pour qu'elle ne soit pas supérieure et qu'on n'expose pas ces fameux 2 degrés qu'on va atteindre très probablement au début de la décennie 2040. Alors, je te racontais un truc tout à l'heure, c'est que moi j'ai pris conscience, je dirais en 2017-2018, de ce que voulait vraiment dire plus de degrés. Parce qu'en fait, je lisais dans Le Monde, dans les journaux, etc. Et pour moi, plus de degrés, très très naïvement, c'était qu'il allait faire plus 37 au lieu de 35 au bord de la piscine. On en discutait. Est-ce que tu penses que le GIEC ou les scientifiques, en disant 2 degrés, n'ont pas été assez alarmistes pour la population, pour qu'ils comprennent qu'en fait, ça ne veut pas dire juste 37 au lieu de 35? Alors, il y a certains scientifiques qui ont eu un discours très juste. Par exemple, le fameux James Hansen du Goddard Institute aux États-Unis. C'est un des types, moi, que j'admire beaucoup. C'est un des types qui a eu vraiment un discours très, très clair. Beaucoup de scientifiques ont contribué indirectement à l'inaction. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà en parlant de 2 degrés à la fin du siècle, alors que les 2 degrés, on va les avoir très probablement dès 2040. Ensuite, ne pas expliquer que c'est une question de moyenne de température, que la signification d'1 degré en moyenne, ça n'a rien à voir avec les variations de la météo. Si on prend ce que je disais tout à l'heure, on a gagné 1 degré. 0,2, et en fait, ça va nous donner, par exemple, 46 degrés en fin juin 2019 dans un petit village de l'Hérault. Ça va nous donner, fin juillet de la même année, 2019, 43 degrés en banlieue parisienne, 42, je crois, 0,7 dans la ville même de Paris, ce qui est assez étonnant. Oui, on avait eu très très chaud. Oui, alors vraiment très très chaud. Et donc, effectivement, avec 2 degrés, on pourrait avoir des températures qui vont avoisiner en France les 50 degrés. Oui, effectivement. Et ça, dès 2040. Et ça, dès 2040. Alors, les 50 degrés, on les a maintenant régulièrement en Inde, dans des villes, et pas du tout dans des déserts. J'insiste, dans des villes. Et donc, et effectivement, 2 degrés de plus, ça veut dire que les journées à 40 degrés, ça c'est pas tout à fait anodin. Et puis, il faut bien penser qu'entre 40 et 45 degrés, toutes les plantes cessent la photosynthèse. Et que 2 degrés, en fait, c'est le plafond de température qu'on n'a jamais excédé pendant les 2 600 000 ans
qui nous précède, depuis lequel dure le quaternaire, c'est-à-dire le fait qu'il y a des glaces au pôle. On vient d'apprendre d'ailleurs en fait que dans cette période, ça a même fondu au pôle Nord. Donc 2 degrés, dépasser les 2 degrés, c'est gigantesque. C'est sortir de l'ère, si vous voulez, de la zone, en gros, d'adaptation, de confort de toutes les espèces qui vivent sur Terre. Et plus de degrés, ça veut dire qu'on aura déjà, dès probablement la décennie 2040, un certain nombre de journées autour des tropiques, où l'accumulation chaleur-humidité fait qu'on ne peut plus évacuer la chaleur de son corps, le mécanisme de transpiration ne fonctionne plus, et donc la chaleur s'accumule dans le corps, et on peut crever en 10 minutes. En 10 minutes? En 10 minutes. Et donc, c'est ça, 2 degrés. C'est pas du tout anodin. Et c'est le seuil à partir duquel l'emballement devient de moins en moins impossible. Alors, ce qu'on entend par emballement, c'est une planète qui dérive vers 4, vers 3,5, 4, 5 degrés, sans que ce soit même connecté à l'augmentation de nos émissions. Et ça devient, disons oui, de plus en plus probable. Dès qu'on dépasse ce seuil, il y a un risque d'emballement du système qui est très fort. Donc, on a à portée de main, à 20 ans, ce qu'on n'aurait jamais dû atteindre. Et est-ce que tu vois la mobilisation que ça devrait impliquer? Ben non. Ben non, non, non. Donc c'est totalement hallucinant. Ok. Et du coup, tout de suite, ça me fait penser quand je lis les prévisions du GIEC, par exemple, qui disent en 2100, donc c'est pas 2040, c'est un peu plus loin. Pour le moment, on est sur une trajectoire entre plus 5 et 7 degrés, globalement. Du coup... un peu moins, mais enfin peu importe, si tu veux, à partir du moment où tu es avec 3, c'est monstrueux. Je vais te dire, c'est même pas la peine de se battre, savoir si on est à 3, 5, 3, 7, 4, 4, 5, 5. Je veux dire, à partir du moment où on dépasse les 3 degrés, c'est l'horreur. Quand tu dépasses les 3 degrés et demi, il y a une très belle étude là, qui est sortie il y a quelques mois avec un Chinois en première tête qui rappelle que, en fait, les zones qui sont viables sur la planète, c'est des zones où la moyenne de température annuelle se situe entre 11 et 15 degrés. D'accord? Et là où il y a 29 degrés, c'est 0,08% de la planète, de la surface de la Terre. 0,8 exactement. Et en fait, avec une élévation de la température située entre 3, 5 et 4 degrés en moyenne, c'est effectivement la trajectoire sur laquelle on est au moins, eh bien ça nous donne un tiers de la population humaine qui est exposée à cette température. C'est-à-dire que c'est une grande partie de la Terre, une immense partie de la Terre, qui devient invivable. Ça, c'est là où on arrive, à minima, si on ne change pas radicalement, et si on ne change pas radicalement dans les 10 ans. Pour éviter, effectivement, je te l'ai dit, les 2 degrés, c'est déjà dans les tuyaux. C'est fini. On y est déjà, quoi. On y sera. On y sera, c'est acté. On y sera. Ce qu'on a déjà accumulé aujourd'hui, grosso modo, ça nous mène là. Et donc, en fait, si on ne veut pas exploser ça, c'est même plus les 1,5 degrés. Les 1,5 degrés, c'est absurde aujourd'hui. Alors, on pourrait y revenir peut-être à la fin du siècle, mais en tout cas, on va les dépasser dans la décennie. Et on y est peut-être déjà. On est à 1,2, et selon... Il y a des variabilités dans les calculs, dans la littérature internationale, mais le fait d'imaginer que les petits aérosols du Sud masquent jusqu'à 3/10 de réchauffement, c'est pas du tout absurde. Si c'était le cas, 1,2 plus 3, ça fait 1,5. On serait déjà à 1,5. Voilà. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut éviter d'exploser les 2 degrés. Et pour ça, on a 10 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il faudrait qu'on ait réduit les émissions à l'échelle mondiale de 60%. Et puis, évidemment, pour y parvenir à l'issue des 10 ans, il faut s'y mettre maintenant. Bon, ces chiffres, ces constats sont très alarmants. Ils sont aussi caractéristiques de la période... Ils sont alarmants, c'est le mot. Mais oui, ils sont alarmants. Ils sont caractéristiques de la période que tu appelles, toi, la deuxième phase de l'Anthropocène. Alors déjà, est-ce que, pour tout le monde, tu peux rappeler ce qu'est l'Anthropocène, parce que c'est pas évident, et puis nous expliquer ce que c'est que cette deuxième phase? Alors, ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est l'ère géologique qui aurait commencé, en gros, dans les années 50, et qui serait caractérisée par le fait que l'humanité est devenue le premier facteur d'évolution géologique. Et donc, quand tu dis ça comme ça, wow, on est costaud, on est des chefs, wow, c'est super, regardez un peu tout ce qu'on peut faire, on a changé le monde. Enfin, c'est une connerie en barre, là. Attention, c'est-à-dire qu'effectivement, on a détruit des équilibres de façon massive. On a franchi 4 sur les 9 limites planétaires. De toute façon, 3, on peut pas indiquer le seuil de franchissement. On en a franchi 4 et les 2 qui restent non franchis, on va les franchir dans les décennies qui viennent. Et franchir une limite planétaire, bien sûr, c'est pas comme un mur. C'est-à-dire tu passes de l'autre côté. Simplement, de l'autre côté, le paysage n'est plus du tout comme là d'où tu viens.
C'est ça que ça signifie, hein, limite la Terre. Et là, effectivement, on va rentrer dans la phase boomerang. Bah, en octobre, je crois que c'était octobre ou non, je ne sais plus, les habitants de la Vésubie et de la Roya, ils ont compris ce que ça signifie. Hein. Dans une vallée encaissée, 500 mm d'eau au mètre carré dans l'heure, c'est hyper destructeur. Bah, dans ces endroits-là, il n'est pas impossible que ça devienne totalement chronique. En tout cas, les écarts de temps entre des maxima comme ça, ils vont se resserrer. Un des traits les plus importants, c'est qu'on va avoir de plus en plus de mal à produire la nourriture. Là, on vient de le voir très rapidement. On a un dérèglement climatique. Il ne faut pas parler de réchauffement, il faut parler de dérèglement climatique. Et donc, ça donne des sautes de température complètement dingues dans toute l'année. On cesse de voir ça. Là, on l'a vu avec le gel. Mais c'est pas un accident, comme dit cet imbécile de Normandie. C'est un des traits du changement climatique. Donc on va avoir de plus en plus de mal à se nourrir, on a la montée des mers, donc on va perdre des terres, il y a des terres qui vont devenir trop chaudes, je le disais tout à l'heure, accumulation chaleur-humidité, d'autres qui vont devenir très arides, d'autres dont les précipitations vont devenir complètement destructrices, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, en fait, c'est l'habitabilité de la Terre qui va être de plus en plus compromis. C'est ça le changement climatique. Il va devenir de plus en plus difficile pour l'espèce humaine et pour les autres, qui n'en demandent pas tant, de vivre sur cette planète. C'est ça que ça veut dire. Et on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a évidemment pas de plan B. Et donc cette seconde phase, en gros, ce que tu dis, c'est qu'on commence à percevoir les conséquences de nos conneries. Complètement. C'est le moment à partir duquel le boomerang se met en marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire le matin mort. Le fait d'avoir franchi les limites planétaires, ça veut simplement dire, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le climat, ça vient toujours après, qu'on va commencer à recevoir les conséquences. On a détruit pendant, en gros, 70 ans, détruit de manière massive depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a complètement changé le volume de nos économies, le volume des flux à l'échelle de la Terre. On a tout perturbé. Et maintenant, on commence à recevoir de façon extrêmement violente les effets de l'incurie passée, de notre hubris en fait, de notre démesure antérieure. Et ça, c'est ce que j'appelle la phase 2, la phase boomerang. Et cette phase boomerang, elle commence en 2018. 2018, c'est la première année où, en fait, on a des vagues de chaleur en continu, pour l'été boréal, le nôtre, et pour l'été austral. Et en plus, ces vagues de chaleur, elles dépassent largement l'été. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a vraiment l'impression maintenant qu'on a deux saisons, si ce n'est que de temps en temps, on va à l'hiver, on retourne en hiver, on repasse en été, on va en hiver, on passe de 20 degrés, et hop, 15 jours après, on a une période de gel. Ça, pour la nature, c'est la nature végétale, c'est la mort. Hein. Bon. Et donc, c'est ça l'effet boomerang. Et là, on est rentré dans la phase boomerang. Et on peut très bien interpréter la Covid comme une des manifestations de la phase boomerang. Tu peux avoir deux origines de la Covid. Soit on est dans la montée classique des zoonoses depuis plusieurs décennies. C'est quoi des zoonoses? Alors, c'est les maladies d'origine animale. D'accord. Et donc, quand tu réduis de toute façon la biodiversité, eh bien, effectivement, tu réduis les espèces hôtes pour certains pathogènes. Ils commencent à circuler alors qu'ils ne circulent pas quand tu as une biodiversité qui est très riche. Et quand tu ajoutes à ça, en plus, la contiguïté entre les êtres humains et des espaces sauvages vis-à-vis desquels ils n'ont juste qu'un contact jusqu'alors, bah voilà, tu fais exploser les zoonoses. C'est ce qui arrive depuis 30 ans. Mais il n'est pas impossible, comme les Chinois pratiquent ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est-à-dire on accélère l'évolution d'une souche virale pour voir les variants les plus dangereux, les plus virulents. Bah, là, ils ont réussi peut-être. Et il y a eu déjà des fuites de labos, on en a au moins répertorié 4. Donc là, que ce soit ça aussi, c'est pas impossible. Dans les deux cas, tu as deux perturbations anthropiques, ça s'exclut pas. Enfin, sur le coup, sur celle-là, mais ça vient de l'homme. Et évidemment, tu peux ajouter des accidents à un continuum catastrophique. C'est probablement ce qui s'est passé. Et donc, évidemment, comme on le voit avec les variants, on va pas sortir comme ça de la Covid. On attendait du vaccin qui résolve tout. C'est probablement beaucoup plus complexe. Il faudra peut-être revacciner, etc. Et donc, on voit simplement que la Covid, c'est une des manifestations de l'effet boomerang. Et cet effet boomerang, il commence en 2018 de façon très claire. Tout le monde l'a compris. Et on a constaté, à partir de 2018, et ce que tu as monté en est vraiment un exemple, on a constaté que le seuil de mobilisation, au sens sociologique du terme, par rapport au climat a explosé. C'est Greta, etc. C'est la grève du climat, c'est le mouvement pour les jeunes, c'est les gens comme toi qui disent, bah non, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je vais essayer de faire quelque chose. Bon, et ça c'est ça. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et ça va au-delà. Si on regarde l'enquête au Bosco en France, très belle enquête, bah, il y a 55% des gens qui ont compris que la sobriété est nécessairement leur horizon. C'est énorme. Alors, c'est une bascule culturelle qui ne se traduit pas encore dans les comportements, etc. Mais voilà, donc les 10 ans qui viennent, on peut avoir de très bonnes surprises. En tout cas, il faut tout faire pour. Il faut tout faire pour. Je ne sais pas si ça arrivera, tu ne le sais pas non plus, mais ce que l'un et l'autre ont fait, c'est le maximum de ce qu'on peut faire pour que ça arrive.
Alors, moi, quand j'étais petite, en gros, on me disait que c'était les ours polaires ou les abeilles qui allaient crever. Et c'était ce qu'on nous disait du climat. C'est quoi le pourcentage de gens sur la planète qui ont compris qu'en fait, c'est pas les ours polaires ou les abeilles qui vont crever, c'est potentiellement la survie de l'espèce humaine qui est en jeu? Tu penses qu'on a passé ce qu'on appelle le tipping point, c'est-à-dire le moment où ça y est, c'est acquis, et que tout le monde pense comme l'ONU que ça y est, on a cassé la planète et donc il faut trouver des solutions, ou tu penses qu'en fait, on n'y est encore pas du tout? Non, on n'y est encore pas du tout. Il suffit d'entendre nos hommes politiques. Enfin, ce qui s'est passé en France, on a quand même un gouvernement qui monte une convention citoyenne sur le climat, qui l'a réduit à néant, alors même qu'il vient d'être condamné par le Conseil d'État pour défaut, face à son engagement de baisse de moins 40% des émissions. Donc c'est un gag total. Si tu vas regarder du côté du député ou du sénateur LR moyen ou Rassemblement national moyen, et dans certains cas, même au-delà de la moyenne, le niveau intellectuel sur le sujet est zéro. Donc on est les ours polaires, mais même si l'ONU a fait le bon constat, on n'est pas sauvés, quoi. Le problème, c'est que pour sauver des ours polaires, il faudrait autre chose que des abrutis. Si tu les multiplies, les pauvres ours polaires, ils sont foutus. Bon, enfin voilà, on voit bien que on est sur un train de diffusion, heureusement, mais que la partie de la société qui a les manettes, ce sera sans doute la dernière à vouloir se décider. Ok. Donc on a fait un peu le tour ensemble à des constats autour du climat. Et donc pour avancer sur notre grande question du jour, on va s'intéresser maintenant aux politiques. Donc je te propose une nouvelle devinette, une petite citation, et à toi de me dire si tu sais qui a dit ça. « Il est trop tard pour que rien ne se soit passé, mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire. Tout gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l'être, son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux. » Genre Ben Ki-moon, non? Alors c'est un collectif de 200 personnes, 200 stars, avec Isabelle Adjani, Pedro Almodovar ou Aurélien Barraud, qui n'est pas une star, mais plutôt quelqu'un qui sensibilise aussi. T'es d'accord avec eux? Tout gouvernement qui ne s'occuperait pas de ça ne pourrait pas être pris au sérieux? Alors il faut les virer tous. Enfin, il y a pratiquement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun gouvernement qui n'a vraiment pris le sujet au sérieux. C'est très simple et c'est pas de la mauvaise foi de ma part. Il suffit simplement de se rappeler que l'ensemble des gouvernements des 195 pays sur Terre ont signé une convention au cadre des Nations Unies sur le changement climatique dans la foulée de Rio en 92. La première COP, c'est le 94. En fait, il suffit de regarder, il y a eu à peu près 25 COP. Après chaque COP, les émissions continuent à monter. Donc effectivement, si les gouvernements prenaient les choses au sérieux, eux-mêmes se disent « Ah tiens, c'est bizarre, on a pris des décisions, ça change rien. » Il y a un petit problème. Même quand on regarde ce qui s'est passé avec la Covid, l'année Covid, hein, c'est donc l'année 2020, enfin la première année Covid, ouais. C'est 7% des émissions en moins, mais c'est quand même de ppm en plus, parce que 7% en moins, alors partie par million. Voilà, hein, on compte, CO2, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le décompte des molécules de CO2 dans un volume d'1 million de molécules d'air. Et donc, avant nos bêtises, il y en avait en gros 280, et maintenant, on est, je crois, entre 414 et 416, voilà, et on était, il y a un an, à 412, enfin, peu importe, je ne sais plus. Mais on est à peu près dans cette zone-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, 2020, le CO2 a continué à s'accumuler. C'est pas parce que tu baisses de 7%, si tu rajoutes tous les équivalents carbone, tu es à plus de 50 milliards de tonnes, tu es à plus de 50 gigatonnes, donc tu fais 7% de moins, ben, c'est quasiment pas sensible sur ce que tu vas accumuler. Ce qui veut dire, mais ça veut dire une chose très importante, ça veut dire que pour s'en sortir, il faut vraiment des mesures drastiques qui s'intensifient et qui se maintiennent dans la durée. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, aucun gouvernement n'a fait ça. Plusieurs ont été condamnés par la justice. Ça, c'est très intéressant. Il y a une mobilisation de la justice et des juges sur ce sujet-là. Et au travers de la désobéissance civile, on a beaucoup de gens jeunes aussi qui se tournent vers la justice. Et c'est intéressant. C'est pas suffisant, mais c'est vraiment très important. Donc oui, on a une incompétence politique grave sur le sujet. C'est-à-dire la partie, je dirais que la partie la pire des citoyens aujourd'hui, sur le changement climatique, ce sont les hommes et les femmes politiques en général. Évidemment, il y a des exceptions. Bien sûr, Dieu merci. Mais en tout cas, ceux qui sont au gouvernement, c'est vraiment ceux qui sont décidés à faire le moins. Et en fait, quand ils prétendent faire quelque chose, bon, par exemple, l'Union européenne dit on va descendre à 55% d'ici à 2030, c'est très joli. En fait, quand tu regardes exactement ce qu'ils proposent, c'est beaucoup moins. Parce qu'il y a bien de biais dans leur calcul. Et en même temps qu'ils font ça, ils ne désinvestissent pas le moindre dollar dans les fossiles.
le moindre euro plus exactement, dans les fossiles. Donc en fait, on a affaire à des politiques en silo qui sont contredites par tout un tas d'autres politiques. Donc, en général, quand on rentre dans une guerre, parce que par rapport au climat, c'est ça, c'est-à-dire le type de modification de l'économie auquel on devrait procéder, c'est comme l'entrée dans une économie de guerre. Hein, si on doit réduire de 60% en 10 ans, c'est gigantesque. Ben non, aucun gouvernement ne fait ça, et ils en sont fiers, et ils le revendiquent. Et là où c'est insupportable, c'est qu'ils mentent. C'est-à-dire la France continue à dire que c'est un pays qui fait beaucoup, alors qu'en fait les 2 premières années de mandat de l'actuel président de la République ont été consacrées à un détricotage en règle du droit de l'environnement. Ok, je vais te taquiner un petit peu avec une question. J'ai lu que tu étais assez critique à propos de la démocratie représentative comme outil pour lutter sur le climat. Et en même temps, tu t'es présenté en tête de liste d'Urgence Écologie aux élections européennes de 2019. Alors, est-ce que tu n'es pas un peu paradoxal comme monsieur? Non, alors déjà, pour le fun, hein, cette candidature... Moi, je ne peux pas dire que j'ai une expérience politique. On n'avait pas un rond, on avait en fait 29 000 euros. Hein. Ah oui, c'est tout. Beaucoup. Voilà, non, c'est franchement très peu. Asselineau, par exemple, avait 2 millions d'euros. Et je n'ai fait aucun meeting, rien du tout. J'étais dans une petite équipe de gens hyper sympas, plutôt très jeunes et tout, généreux, compétents, sans jalousie, sans histoire de personne. Est-ce que j'ai fait la politique? Je ne pense pas. Et moi, j'ai continué à avoir un discours d'expert. Et je savais très bien que je ne serais pas élu en disant ce que je disais. C'est pas très vendeur. Bah non, en racontant aucun boniment. Et mes amis, ça va aller très bien. Et moi, je vais vous augmenter tous de 50% dès la fin du mois. C'est sûr que c'était plus difficile de gagner des voix. Bon, et je remercie ceux qui les ont portés dans ces conditions-là, parce que franchement, ils les ont portés sur le fond. Donc, je ne peux pas dire que j'ai fait la politique. Alors, à part ça, non, il n'y a pas de paradoxe. Il ne s'agit pas de dire on va mettre en l'air la représentation. En fait, il y a 3 modalités pour les citoyens d'influer sur la prise de décision publique. On a des délégués, c'est ce qui se passe avec la démocratie qu'on appelle représentative. On peut ensuite demander au souverain de décider directement par un référendum, comme on dit en Suisse, par une votation sur un sujet donné, où on peut éclairer à l'amont une prise de décision publique par des mini-publics. Conférences des citoyens, conventions citoyennes, etc. Et donc ça, c'est les 3 modalités qu'ont les citoyens pour influer sur la prise de décision publique. Le problème de nos régimes représentatifs, c'est qu'on a laissé un peu tomber les 2 autres. On a tout focalisé sur la représentation. Or, la représentation, elle a pour intérêt de représenter les intérêts en contradiction à un moment donné dans une société. Et donc, elle a un prisme court terme absolument indépassable. Je le rappelais tout à l'heure, après chaque COP, on a continué à monter en avant. Donc, je ne condamne pas le système représentatif. Je dis, à lui tout seul, il ne permettra pas de nous en sortir. Il faut lui trouver des contrepoids. Et pour ces contrepoids, on va utiliser les autres modalités démocratiques. Alors, ce qu'on propose, parce que je n'étais pas tout seul, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais c'est ça l'idée. Donc, ce n'est pas contradictoire avec le fait de se présenter. Et du coup, en 2017, tu as écrit un livre justement qui s'appelle « Inventer la démocratie du XXIe siècle ». T'en es où dans cette construction d'un modèle politique idéal? Alors, on ne cherchait pas à l'inter plusieurs, hein. On ne cherchait pas non plus un modèle idéal. On essayait d'adapter notre histoire de 3e chambre. Donc, tu aurais une Assemblée nationale, un Sénat et une 3e chambre. Et une 3e chambre. Où il y aurait qui dedans? Alors, dedans, l'idée, c'était d'avoir moitié plutôt des experts et puis l'autre moitié des citoyens, comme les citoyens de la Convention. Mais les uns et les autres, ainsi que les autres élus, auraient eu une espèce de mini-GIEC à leur portée qui aurait, sur les grands enjeux de long terme, sans cesse produit une synthèse des travaux. Mais pas simplement le climat ou le vivant, mais par exemple en matière de retraite, en matière d'évolution, le numérique, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est à l'échelle internationale de travaux importants, de réflexion qui nous permettent de mieux mesurer les enjeux de l'époque, on les aurait digérés pour nos élus qui parfois, souvent, sont des gens qui ont un niveau de lecture, et pas tous, hein, il y en a qui sont excellents, mais il y en a beaucoup, franchement, c'est la lecture du jour, ils sont extrêmement prétentieux et très peu cultivés, c'est quand même beaucoup. Hein. Bon, donc là, on leur donnait le moyen à tous, y compris les élus classiques, d'avoir une digestion des meilleures informations sur les grands sujets qui engageaient le long terme, et pas simplement ce qui concerne le climat et la biodiversité. C'était ça l'idée de la démocratie écologique. Hein. Bon, et donc c'était l'idée, pour que ce soit pas non plus une épistémocratie en fait, hein, le pouvoir aux sciences, on a bien une chambre, une 3e chambre, qui est moitié expert, mais moitié citoyen lambda, si l'on veut, hein, mais qui vont acquérir des connaissances. Eux s'appuient sur vraiment des chercheurs
qui font synthèse, quoi. Une synthèse, voilà, des connaissances et de la révolution. Et puis cette troisième chambre, elle n'a pas le pouvoir de voter non plus, hein. Elle n'a pas le pouvoir de statuer, aurait dit le vieux Montesquieu. Mais simplement, dans le troisième livre, Inventons la démocratie du XXIe siècle, on lui donne des pouvoirs encore plus importants. Hein, mais qui sont des... Alors c'est quoi, par exemple? Alors, par exemple... cette troisième chambre suit les commissions parlementaires. Si on voit qu'on part sur une loi qui va être très dangereuse pour tel ou tel aspect, il y a une alerte. D'accord. Et on alerte le public. Ensuite, on peut mettre un veto suspensif avant qu'une loi ne soit promulguée. C'est-à-dire qu'on contraint le Parlement à redébattre. Mais c'est tout. S'il revote la même loi, voilà. Ensuite, il y a la saisine du Conseil constitutionnel. Et évidemment, ça suppose qu'on ait une constitution changée. Une nouvelle constitution. D'où ton idée de 6e République. Voilà, exactement. Et puis, autre possibilité encore, cette chambre-là, elle ne cesse de labourer les territoires. Et chaque fois qu'elle y voit une initiative, parce qu'il y a plein de choses qui se font en France, il y a plein de gens inventifs. C'est pas au niveau... L'État, lui, il doit donner les butées, on n'y est pas, vous devez aller dans ce sens-là, etc. Mais c'est pas lui qui va faire, c'est les citoyens qui font. Et donc là, ces gens de la troisième chambre, ils vont partout visiter ce qui se fait sur les territoires. Et quand ils trouvent des trucs vraiment qui réussissent, il faut remonter aux législateurs. Mais ils ne vont pas faire la loi à sa place. Ils font une proposition. D'accord ? Et donc, si on n'a pas, en dehors de ça, une société civile très puissante et qui dit, ben non, là, les parlementaires, vous nous emmerdez, vous êtes toujours sur votre court terme, vous n'avez pas compris ce qui nous arrive, nous, on a pigé beaucoup plus que vous, bah, ça marche là-dessus. Notre schéma, il suppose de la désobéissance civile et il suppose une société avertie et qui bouge. Et qui empêche ces élus de faire n'importe quoi. Alors après, ce qu'on avait proposé aussi, c'est que les élus soient moins 10 représentatifs. Par exemple, le Luxembourg, intéressant, sous la lettre de son ministre vert, Turmes, organise une convention comme la France, mais ils seront moins nombreux, le Luxembourg c'est tout petit, ils sont 35, mais avec deux trucs intéressants. Ils vont surpondérer les jeunes. Ah, ça, je trouve ça très bien. En disant que c'est eux qui vont et moi qui ai 60 ans, je vous dis, c'est ouais. pas à moi de décider ça maintenant, je suis trop vieux. C'est les gens jeunes, c'est eux, c'est leur problème à eux. Hein, moi, je continue à avertir, ça fait 40 ans que je le fais, donc je continue. Mais c'est pas à moi de prendre les décisions. C'est aux gens qui sont impliqués, qui vont vivre ça. Et puis, ils ont surpondéré les frontaliers. Parce que la moitié de la population qui crée la richesse au Luxembourg n'habite pas le Luxembourg. Voilà, pour montrer des innovations comme ça, démocratiques. Mais non, il faut utiliser tous les moyens de la démocratie. Il faut rendre les gens les plus intelligents possible. Il faut lutter contre tous les biais. C'est difficile quand on a des platistes, des récentistes, des QAnon, des humano-reptiliens. Je t'en passe, c'est des meilleurs. C'est sûr qu'il y a du boulot. Alors il y a aussi ceux qui décident d'aller vers la neutralité carbone, mais avec moins de démocratie, comme la Chine, qui a annoncé la neutralité carbone pour 2060, je crois. Du coup, question un peu... est-ce qu'il faut moins de démocratie pour s'occuper sérieusement d'écologie ? Non. Alors la chose est très très claire et la Chine c'est franchement pas un bon exemple. Alors déjà ils prétendent tout le monde prétend la neutralité carbone, on peut un peu se marrer, hein, on verra. Tu crois pas toi ? Bah si, ça serait une nécessité, mais je pense pas qu'on y arrive sans une mobilisation que la société ne connaît pas encore. Voilà, c'est très différent. Et donc, c'est une manière de répondre à ta question. Non, c'est avec un surcroît de démocratie qu'on s'en sort. En fait, très simplement, qu'est-ce qui se passe ? Les questions environnementales, si on veut vraiment les prendre au sérieux, c'est vraiment changer notre manière de faire. C'est intime, c'est compliqué, c'est difficile. Si je n'ai pas compris, si je ne sais pas pourquoi je le fais, si je pense que c'est quelque chose qui m'est imposé de manière arbitraire du dehors, je ne le ferai pas. Ou je le ferai très mal. Donc, si on ne diffuse pas la connaissance, le savoir, la conviction sur ce sujet, on n'y arrive pas. Donc, le changement environnemental, soit il est démocratique, soit il n'aura pas lieu. Et en fait, la Chine, toute autoritaire qu'elle est, le pouvoir tient à garder l'appui des classes dirigeantes, des classes moyennes élevées. Ils sont très très attentifs à ça. Et ils les ont gagnés par le consumérisme. Ils ne sont pas plus enclins, le gouvernement chinois n'est pas plus enclin à aller de l'avant, il pense plus à sa route de la soie qu'au climat. Enfin, franchement, le côté écolo de la Chine, c'est un peu mieux avec Jintao, mais avec Xi Jinping, c'est franchement pas sa priorité. Et d'ailleurs, c'est 10 ans après les autres, 2060. Alors, donc si je résume, en gros, tu n'es pas pour une écologie intégriste autoritaire, mais toi, tu as plutôt un autre terme, c'est l'écologie intégrale. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire ? Oui, l'écologie intégrale, ça veut dire que rien n'est étranger à l'écologie, à commencer par les questions sociales.
En fait, les différences, les inégalités sociales ont toujours été des inégalités environnementales. Les inégalités sociales, c'est quoi? C'est essentiellement des inégalités dans l'accès aux ressources. Et les ressources sont essentiellement naturelles. Bon, en priorité, en tout cas, c'est à partir des ressources naturelles qu'on peut mobiliser d'autres. Donc, il n'y a pas opposé société et environnement. C'est complètement absurde. Je l'ai redit tout à l'heure. En fait, ce sont, si tu veux, ce qui détruit le plus, c'est le volume de nos économies, et tu peux ajouter la démographie. Le volume de nos économies, c'est la masse d'objets qu'on produit, c'est la masse d'infrastructures qu'on crée. Ben, c'est ça qui dépasse les limites planétaires, c'est ça qui déstabilise le climat, le vivant, détruit les sols, pollue, etc. Bon. On peut ajouter à ça la démographie, parce qu'évidemment, chaque individu a besoin de certaines surfaces en hectares pour vivre. Plus il y a d'êtres humains sur la Terre, moins il y a d'espace pour les sauvages. C'est tout simple. Bon. Et donc, si je mets de côté ça, parce que le problème se règle lui-même, hein, on a pratiquement partout, sauf en Afrique, mais partout ailleurs au monde, on est dans ce qu'on appelle la transition démographique, et donc la fécondité par femme diminue de façon parfois très très sensible, elle est parfois même négative, largement en dessous des 2,2 qui est le seuil de maintien d'une population. Mais si tu regardes le reste, donc qui est énorme, les flux de matière et les flux d'énergie, c'est très directement corrélé à notre niveau de richesse. En gros, chaque point de PIB, c'est au moins un demi-point d'augmentation de l'énergie. Et l'ONU nous l'a montré, depuis le début des années 2000, la consommation de ressources sur Terre croît plus vite que le PIB lui-même. Donc on a des économies qui sont devenues folles et qui sont totalement destructrices. Et donc, évidemment, c'est ça qu'il faut corriger. Et pour le faire, il faut le comprendre. Il faut comprendre que nous aussi, on joue un rôle. Parce que, en gros, en dehors des infrastructures collectives, tout va se traduire en termes de consommation finale. Et donc, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et très mal. Et donc, si on ne réforme pas notre façon de consommer, notre façon de produire, mais notre façon de consommer, la quantité que l'on produit et la quantité que l'on consomme, on ne s'en tirera pas. On l'a vu avec la Covid, c'est pas si tu freines une année, ça fera pas grand-chose. C'est vraiment un changement structurel extrêmement profond. Donc ça, c'est des choses, soit on les comprend et on le fait, soit on ne les comprend pas, on ne le fait pas. Alors c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'aurait été dans les années 60. On a les réseaux sociaux, on a des niches informationnelles très fragmentées. Certaines niches ne tiennent, elles n'ont leur chaland que parce qu'elles ont un discours complètement extrémiste. C'est le cas de Fox News, c'est le cas d'autres chaînes aux États-Unis. Autrefois, quand tu avais une ou deux grandes chaînes nationales, les gens qui parlaient pour tout le monde. Ils ne pouvaient pas avoir un discours extrême. Il fallait qu'il soit compris de tous. Au contraire, là, tu as un système médiatique qui fait que tu ne gagnes de l'argent que si tu es compris d'un petit nombre. Et pour garder ce petit nombre, il faut que tu dises n'importe quoi. Donc, et les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de chance. C'est-à-dire que le moment où on aurait besoin de solliciter l'intelligence collective, c'est un moment où on en a pratiquement détruit les canaux. Du coup, toi, tu es optimiste, un peu comme nous chez Time for the Planet, et du coup, tu as décidé d'agir et d'essayer de proposer des choses à faire. En l'occurrence, tu as écrit 35 propositions avec d'autres auteurs, je crois, dans ton livre Un retour sur Terre. Alors, on ne va pas avoir le temps de les décliner, les 35, mais est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases les plus emblématiques d'entre elles? Je vais en prendre une et puis l'expliciter parce que ça vaut le coup, parce qu'on l'a mal fait dans le livre. C'est notre idée de quota. Justement, on voit bien que dans un pays comme la France, où tu as des inégalités qui sont très fortes, la taxe carbone, c'est pas possible. Tu as au moins 7 millions de précaires énergétiques, c'est-à-dire de gens qui dépensent au moins 10% de leurs revenus pour produire leur chauffage et leur eau chaude, sans compter le coût en carburant pour se rendre à leur travail. Et là, tu exploses encore le chiffre, c'est plus de 10 millions de personnes qui sont vraiment dans la mouise. Tu fais une taxe carbone, tu es très riche, tu n'as aucun problème avec la taxe carbone. Si tu gagnes des milliers d'euros par mois, et puis si tu augmentes le litre d'essence d'1 €, et alors? Bon, si tu es juste chaque mois et tu augmentes de 3 centimes, là, ça devient très difficile. Et donc, ça colle pas. On peut pas dans un pays, ça va dans des pays beaucoup moins inégalitaires, comme la Suède, etc. Mais dans un pays comme le nôtre, c'est pas possible. Et donc, ce qu'on propose, c'est des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu achètes un bien aujourd'hui, tu n'as que l'indicateur prix. Et le prix, c'est le pire indicateur que tu puisses avoir en termes de destructivité environnementale. En fait, plus un bien est dégueulasse, plus il est plus destructeur, plus en fait, si tu veux, les coûts de destruction sont renvoyés au public.
Et le privé, lui, il n'encaisse que la monnaie. Donc, moins le produit est cher, si tu veux, plus le prix est bas et plus en général ton bien est destructeur. Et donc, notre idée, c'est de donner un deuxième indicateur. Pas le prix, mais un indicateur en unité de charge écologique. C'est-à-dire, quand tu achètes un bien, tu sais très bien à quelle part de destruction de la nature tu vas contribuer. Par exemple, tu achètes des tomates produites sous serre en hiver et qui vont être amenées à plus de 1000 km. Tes tomates, elles sont pétées de carbone et probablement très dégueulasses. Mais en revanche, elles ne vont pas coûter cher. C'est un peu comme le Nutri-Score sur les gâteaux où on oui, dit sauf que ça serait surtout A, B, C, D. Voilà, sauf que ça serait surtout et très précis pour le coup. Ça serait en unité de charge écologique et mesuré à l'unité. En revanche, si tu achètes, par exemple, des tomates permacoles, donc produites en permaculture, amenées de manière hippomobile ou en vélo électrique, on va être sympa, jusqu'à leur lieu de consommation, bah, il est même possible que tu aies pratiquement très peu d'unités de charge écologique, même peut-être que on va t'en donner. Parce qu'en fait, tes tomates, en les produisant, tu régénères les sols, tu régénères la faune, tu entretiens le vivant. Elles ont par rapport à la nature un effet positif et pas négatif. Et donc, de même que tu as un porte-monnaie, et j'imagine que le tien est comme le mien, il n'est pas infini. Hein. Bon, oui, on en est tous là. Et bien là, c'est pareil pour les unités de charge, pour les quotas, tu es limité. Alors, tu as un plafond pour tes achats courants, puis tu peux avoir un plafond pour la vie. Pour ce qui est l'immobilier, les grands déplacements, etc., tu peux mesurer ça sur ton existence. Et donc, tu as un plafond, puis tu ne le dépasses pas. Et en fait, bah, c'est comme ce que tu disais, tes 7-7, hein, c'est que ton plafond, il va se réduire. Alors la première année, évidemment, si t'es smicard, franchement, je vais te dire, tu n'auras aucun problème. Hein. Mais si tu gagnes 10 000 euros par mois et si tu vas 10 fois 4 fois le tour du monde. Oui, voilà. Là, oui, la première année va être un peu raide. Hein, je te dis tout de suite. Et puis après, pour tout le monde, ça va imposer un changement. Oui, effectivement, un changement pour tout le monde. Mais on sait pourquoi. C'est très transparent, et puis c'est pour le coup très égalitaire. C'est-à-dire que le quota pour la consommation courante, il est le même pour tous, puisque c'est ça qui détruit. Il n'y a pas de raison qu'une personne ait un droit à détruire plus important qu'une autre. Donc là, tu n'as pas de gilet jaune, là, parce qu'on est tous à la même enseigne. Et ce truc-là, les unités de charge écologique, c'est quelque chose que tu as inventé ou c'est quelque chose qui existe déjà ? Non, l'Office fédéral en Suisse sait très bien calculer ça, on saurait le faire. Alors, y a ça, pour tout ce qui est carbone, on aura tout de suite l'info maintenant, aujourd'hui on l'a. Pour les autres aspects, c'est plus compliqué, et dans certains cas, il faudra aller chercher l'information. Mais ce qu'on pourrait faire dans un premier temps, ça serait déjà rendre ce système obligatoire. Pas le quota, l'information. Ok, dire ça prend voilà, tu vois, puis au bout d'un moment, tu le rends obligatoire, puis tu rentres dedans. Mais on a 10 ans, donc il ne faut quand même pas non plus attendre 150 ans. Et après, en gros, tu irais au supermarché, tu fais tes courses, et en même temps que tu donnes ta carte bleue, tu donnes une sorte de carte... Tu as 2 puces sur ta carte. Si tu veux, tu as 2 puces, tu as ta puce quota et tu as ta puce monétaire. Et tu fais attention aux deux. Hyper innovant. Ouais, et ça, je pense que ça, c'est une mesure très importante. Alors, dans les autres mesures, il y a l'agriculture, conversion à l'agroécologie. Très, très simplement, hein, sur l'agriculture, tu as, et ça, c'est le livre de Mathieu Calin que j'ai publié dans ma collection, mais en fait, tu n'as eu que quelques types de sociétés depuis le néolithique. Tu as eu la communauté agraire, tu as les empires agraires, tu as eu la cité marchande, et tu as eu ensuite, après, la cité industrielle. Chacun de ces types de sociétés correspond à un type d'agriculture. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, l'agriculture de demain, on l'a déjà. C'est l'agroécologie. Et c'est la permaculture, ça fait partie de l'agroécologie. Donc voilà, évidemment, quand tu vois que tu as des journalistes dont on démonte les roues, on enlève les boulons, parce qu'ils racontent des choses très justes sur les fous agriculteurs bretons, et que ces gens-là, ils sont même appuyés par les pouvoirs publics, tu te dis qu'il y a quand même un problème. Quand on te dit, ben non, on peut pas changer, on va pas enlever le glyphosate, mais ils se foutent de la gueule du monde, ces gens. On sait très bien cultiver sans glyphosate. Et c'est beaucoup plus intéressant pour les paysans, mais ça dit, ça change leur travail, attention. Voilà. Mais je veux dire, l'agroécologie, ça marche très bien. Et les rendements sont assez intéressants, d'ailleurs. Donc c'est les lobbies qui font croire le contraire ? Alors, c'est les lobbies qui mentent, oui, de façon très très claire. Et c'est différent dans le type de lobby qui se tient. Alors, je comprends pas pourquoi le petit paysan continue à les soutenir, parce que le gros céréalier, je peux comprendre, c'est un industriel, etc. Mais le petit paysan, je comprends pas. Enfin, pourquoi ils sont toujours à la FNSEA, j'ai toujours pas pigé. Ok. Bon, maintenant qu'on a bien couvert le sujet du politique, pour faire avancer notre grande question, on va passer sur la deuxième grand élément, la technique, le progrès. Chez Time for the Planet, on croit dans l'innovation, mais attention, l'innovation de toutes sortes. Donc l'high-tech, oui, mais aussi le low-tech
ou les changements de business model. On pense que tout ça a un rôle à jouer dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Donc, on va commencer par une petite devinette à nouveau. Cette fois, j'ai 2 citations. Alors, première citation, qui a dit « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. » Alors, qui a dit ça? Attention, c'est étonnant. Alors, c'est pas Pablo, puisque Non. c'est étonnant. C'est quand même pas... Ouais, alors, je vois pas. C'est le pape. Ah oui, alors non, ça, c'est pas étonnant, alors, pour le coup. Ah bon? Ah non, non, non. Ah non, c'est absolument pas étonnant. Non, non, parce que le pape écrit une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Et Tu peux nous en parler? Oui, alors Laudato Si, c'est vraiment un magnifique texte. Et lui, c'est le premier promoteur de l'écologie intégrale. Et le pape appelle carrément à la décroissance. Enfin, très clairement. Il nous appelle à surmonter le paradigme technoscientifique qui est le nôtre. Et donc, effectivement, le pape nous appelle à changer de civilisation. Donc oui, non, j'ai pas c'est pas dans l'encyclique, ces phrases-là. Je crois pas. Je sais pas exactement où j'ai pioché, mais... Ouais, non, non. Mais en tout cas, elles sont très belles, elles sont effectivement très justes. Et c'est la même chose que les petits pas, la modération, etc. On est une civilisation de l'hubris. Le démesure. Je vais donner un exemple. Pour faire comprendre l'hubris, c'est très simple. Tu regardes l'énergie qui est dépensée par un avion de ligne qui va du Caire à Seattle. C'est en gros, si tu calcules 100 calories en joule, n'importe quoi, c'est en gros ce qui a été nécessaire à l'édification des grandes pyramides de Gizeh. Maintenant, souviens-toi, un jour de juillet 2019, donc avant la Covid, on a eu jusqu'à 200 000 vols par jour. Imagine pharaon Ramsès II, qui revient encore que lui n'a pas fait une pyramide, mais imagine un grand pharaon, il se flingue, il se prend pour un minable. Moi, j'ai fait une pyramide dans ma vie, et ces cons-là m'en font 200 000 par jour. Donc, tu vois bien qu'on est dans la démesure totale. On est fou. On est devenu une espèce folle. On a flingué tous les êtres vivants. On a ratissé tout ce qui existe sur Terre, etc. On est en train de foutre nos poubelles dans l'espace. Enfin, vraiment, on est une espèce chancre. Donc, il est clair qu'une espèce chancre, une espèce voyou... Bon, imagine un meurtrier, hein, un serial killer. Nous sommes, à l'échelle de l'univers, des serial killers. Imagine, on dit à un serial killer, « Ah, mon gars, non, s'il te plaît maintenant, tu fais qu'un meurtre par jour. » Tu vois bien que ça n'a pas de sens. Donc, il a raison, le pape. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment un changement profond. On est allé tellement dans l'extrême que c'est pas par des petits pas qu'on va s'en sortir. Il faut changer fondamentalement le système. C'est très compliqué, mais si on le fait pas, ben, on connaît la suite. Donc, deuxième citation, celle-là, tu devrais la reconnaître plus facilement. Qui a dit « J'ai longtemps été séduit par le pouvoir des techniques. Au début des années 90, j'étais absolument persuadé qu'elles étaient en capacité de résoudre tous nos problèmes écologiques. Depuis lors, les années passant, d'année en année, une pluie, une masse de données d'analyse nous ont au contraire montré que la situation empirait. » Ça, c'est Nicolas Hulot. Mais non, c'est toi. Ah bon? Ah bah d'accord. Je l'ai prise dans une de tes interviews. Ah bon, mais tu sais, j'en fais tellement, je me souviens pas. Oui, non, mais effectivement, alors je me reconnais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce cheminement, du coup, qui est normalement le tien? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que le mien, si tu veux. En fait, l'idée selon laquelle les techniques peuvent tout faire, sauf c'est vraiment le credo occidental. Et quand on regarde ce qu'on appelait le développement durable, c'était ça. Le développement durable, non, allez, vous n'allez pas décroître, vous allez voir, on va s'arranger, on va continuer à s'enrichir, mais on va continuer à produire toujours plus. C'est idiot. C'est un peu comme demander, si tu veux, un pizzaiolo de produire une pizza avec de moins en moins de nutriments, quoi. Au bout d'un moment, il y a de moins en moins de pâtes, il n'y aura pas grand-chose à bouffer, hein, si tu veux. La pizza, c'est pas possible. Je te l'ai dit tout à l'heure, chaque croissance de PIB, ça débouche sur une croissance de notre consommation d'énergie et une croissance de matière. Alors, peut-être qu'à l'avenir, on pourrait inventer ce qu'on appelle des activités humano-centrées, le soin, la culture, etc., et faire qu'elles aient une part dans l'économie très importante. Mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles de nos économies actuelles qu'il faut complètement changer. On les considère plutôt comme des coûts que comme des activités. Donc, peut-être qu'un jour, si tu veux, on saura à la fois réduire le volume de nos activités économiques
et qu'on saura compenser une part de cette réduction par des activités, comment dire, humano-centrées. Mais là, c'est pas de la technique, c'est en fait des règles économiques qu'on doit changer. Et en fait, c'est très simple, les techniques, ça permet quoi les techniques? Ça permet soit de produire des biens en utilisant moins de ressources, et donc moins d'énergie, moins de matière. C'est ce qu'on appelle les gains de productivité. C'est ce que l'industrie sait faire depuis le début qu'elle existe. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dépenses moins d'énergie pour tel bien, mais du coup, ce bien-là, puisqu'il dépense moins de ressources, c'est moins cher. Il y a beaucoup plus d'acheteurs et d'utilisateurs. Donc, au bout du compte, tu as des flux de matière beaucoup plus importants. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Ou alors, les techniques, ça nous permet d'inventer des trucs nouveaux pour satisfaire des besoins de manière technique qu'on ne savait pas satisfaire de manière technique auparavant. Tu inventes un iPhone, machin, etc. Bon. Donc, en fait, les techniques, c'est par définition de la matière et de l'énergie. Donc, chaque fois, ça augmente la consommation de matière et d'énergie. Donc, attendre des techniques qu'elles nous sauvent, c'est d'une stupidité totale. Là, on nous parle d'ordinateur quantique. Si on crève de chaud et qu'on n'est plus capable de se nourrir, ton ordinateur quantique, il va pas être très utile. Hein, bon, donc, non, là, il y a un fantasme. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est le discours sur Mars, quoi. Parce qu'il est très symptomatique de ça. Tu veux pas aller vivre sur Mars, toi? Pour t'en sortir. Non, mais je veux dire pourquoi c'est absurde d'aller vivre sur Mars. Déjà, bon, ok, tu sais qu'il faut partir à un moment donné, le moment où la trajectoire entre la Terre et Mars sera la plus courte. Bon, ok, on y va. Au mieux, c'est 7 mois. 7 mois en apesanteur, et ça, on l'expérimente, parce que les gens sont dans les stations sont pourtant déjà beaucoup plus grandes. Eh bien, 7 mois en apesanteur, puisque nos corps, ils sont faits pour la gravité terrestre, eh bien, quand tu es comme ça en apesanteur pendant plusieurs mois, ta pompe cardiaque s'atrophie, ta masse musculaire diminue, tout ton corps se délite. Donc, un astronome qui arriverait sur Mars après un voyage de 7 mois, ce serait pas au top. Ben non, c'est une espèce de chiffre molle incapable de faire quoi que ce soit. Et il ne pourra même pas descendre de son vaisseau. Il n'aura aucun espace pour pouvoir se réhabituer. Quand tu les prends après 7 mois, tu les rééduques, etc. Ils ne sont même pas capables de bouger. Ils peuvent pas marcher. Et donc, il va faire quoi? En plus, il faut qu'il ait une combinaison de 30 kilos. Non, déjà, c'est mal barré. Ensuite, s'il est sur Mars, évidemment, il va se protéger sous terre, sous Mars, si tu veux, mais enfin, en tout cas, en sous-sol martien. Bon, sinon, il se fait flinguer par le rayonnement. Et puis, alors maintenant, alors déjà, ça, c'est mal barré. Il faut de l'air, il faut manger, comment il fait? Oui, alors attends, mais le pire surtout, c'est quand on dit terraformer Mars. Ça veut dire quoi, terraformer? Alors, ça serait comme la Terre, ça? Oui, ça serait faire de Mars quelque chose qui ressemblerait à la Terre. Alors, je te rappelle que la terraformation de la Terre elle-même, ça a duré des milliards d'années. Bon, mais attendez, imaginons, maintenant, ok les gars, vous y êtes arrivés. Hein. C'est débile. La masse de Mars est beaucoup plus petite que la masse terrestre. Donc la gravité n'y est pas la même. Et la gravité est insuffisante pour maintenir une atmosphère de type terrestre. Donc elle se barrerait dans l'espace. Donc c'est complètement crétin. Et en fait, on fait croire ça aux gens. Il y a une entreprise, il y a quelques années, qui avait offert 200 places pour aller sur Mars. Tu as tout de suite 200 abrutis qui sont inscrits pour y aller. Bon, on leur aurait dit, inscrivez-vous pour un suicide, ils ne seraient pas allés. En fait, c'est pourtant ça qu'on leur proposait. Donc, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on déséduque le public. En fait, l'intérêt de Mars, c'est d'aller sur Mars avec la sonde voyageur. Il y a un vrai intérêt, je suis absolument pas contre, hein, que la chose soit claire. Mais ce que je trouve très intéressant, on ne peut pas parler de conquête, on n'a pas conquis l'espace, on ne peut pas vivre dans l'espace, je viens de le dire. On a exploré l'espace, qui est déjà pas la même chose, qu'on arrête de parler de conquête spatiale, c'est idiot. On l'explore. Et l'exploration de l'espace, c'est surtout une aventure scientifique, elle est très belle comme aventure scientifique. C'est grâce à tout ce qu'on a fait depuis Spoutnik, qu'on a pris conscience de l'unicité et de la fragilité de la Terre. C'est-à-dire que l'exploration spatiale a été la condition de la création de ce qu'on appelle la planétologie comparée. En fait, ce que nous enseigne, ce qu'on sait de Mars et d'autres, c'est qu'on n'a pas de plan B et qu'il faut rester sur Terre. En plus, remarque le raisonnement de ces gens. Ok, genre connard, Alexandre, etc. T'es pas capable de vivre sur Terre, t'as tout détruit. Donc, tu n'es pas capable de maintenir la vie sur Terre. Et c'est quoi ta solution? D'aller la créer là où elle n'existe pas. Il y a un petit problème quand même. D'accord. Alors, tu es philosophe. Est-ce que tu sais nous expliquer pourquoi beaucoup pensent que la technique va nous sauver? En fait,
le progrès humain et les avancées techniques, elles semblent assez liées depuis Platon, je crois. Est-ce que tu peux nous faire un micro-cours de philosophie? Alors, je sais que c'est très difficile. C'est quoi le rapport de notre civilisation entre technique et progrès? Pourquoi on a cette idée dans la tête que la technique peut nous sauver? Alors ça, c'est le credo occidental par excellence, hein, que la technique est toute puissante. Avant déjà de répondre frontalement, je dois dire quelque chose. Et maintenant, on s'en rend compte aujourd'hui. En fait, il n'y a jamais de progrès sans un régret. En fait, un progrès, c'est donner une puissance à certains et en enlever à d'autres. La révolution néolithique, on dit c'est l'immense progrès qui a fait naître les civilisations. Ok, attendez les gars, vous êtes sympas. Mais la révolution néolithique, ça veut dire que quand tu regardes un squelette d'un chasseur-cueilleur du Paléolithique, et puis quand tu regardes le squelette d'un paysan, d'une paysanne du Néolithique, punaise, si tu as le choisir, tu remontes au Paléolithique tout de suite. Hein. Ils sont plus petits, des formations osseuses, en fait, sont devenus des esclaves qui s'atrophient physiquement et qui crèvent en quelques années. Sympathique ton progrès. Le progrès, il a bénéficié aux quelques personnes qui ont inventé les rois, les machins, et qui ont créé une élite nourrie par les autres. Eux, ils ont eu un vrai progrès. Mais t'en as 80 à 90% qui ont vécu la misère. Et ça a duré des millénaires. D'accord? Là, on s'est dit, c'est affreux. C'est la vallée des larmes. Expression biblique. On va s'en sortir. Waouh, énergie, pétrole, etc. Et on se retrouve quoi? Avec le changement climatique et l'effondrement du vivant. Donc, tu vois que ça va jamais dans un sens. C'est toujours assez compliqué. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire que tu vas rejeter toute forme de high-tech, que tu vas rejeter toute forme de progrès. Tu regardes sur un plan médical, très sincèrement, je préfère aller chez un dentiste aujourd'hui que chez un arracheur de dents médiéval. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, non, il s'agit simplement de réfléchir. Et donc, quelle est la part des progrès qui avantage le plus grand nombre? Quelle est la part qui est compatible avec le système Terre, etc. Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Et donc, en fait, si tu veux, c'est que c'est très clair, l'idée et l'attente qu'on a eu du progrès, elle change avec la modernité. Avant, tu parlais de Platon, la définition de Platon du progrès, c'est les arts utiles à la vie. Hein, c'est-à-dire, c'est quand même mieux de te coucher dans un lit sans cafard. Hein, c'est quand même mieux de boire de l'eau propre et de te laver avec, etc. Bon, ça c'est le confort. Puis alors à l'époque, ils n'étaient pas très regardants. Ton confort, il fallait des esclaves. Hein, bon, ok, d'accord. Mais bon, ça c'est le confort. Les modernes, c'est pas ça. Les modernes, ah non, pas du tout, les amis. Nous, on va attendre des techniques qu'elles transforment la condition humaine. Alors, l'aboutissement de ce rêve, c'est le cauchemar des transhumanistes aujourd'hui. Enfin, ce qu'ils nous racontent, si tu veux, du futur, je ne sais pas comment ils peuvent le désirer, mais c'est un cauchemar, leur futur. Et donc, c'est ça. Et on s'est mis à attendre, on s'est mis à fantasmer sur les techniques, à se prendre pour des dieux, et avoir une conception extrêmement simpliste, qui oublie les limites planétaires d'un côté, et qui oublie les limites anthropologiques, en fait. Souvent, d'ailleurs, on ne connaît pas à l'avance les incidences de tel outil. Il suffit simplement de songer au fait que tous les patrons des GAFA interdisent à leurs enfants l'usage des écrans. Ça en dit long. Donc, ce que tu décris, c'est ce que certains appellent le technosolutionnisme. Toi, donc, si j'ai bien compris, mettre des miroirs dans l'espace pour éviter que le soleil réchauffe trop, rendre les nuages plus blancs pour qu'ils réverbèrent mieux, ou regeler artificiellement les glaciers, ou encore mettre du soufre dans la haute atmosphère pour réduire l'effet de serre, toi, t'y crois pas? Non, je préférerais que ces chercheurs inventent des moyens d'être moins cons. Ok. Ils se rendraient déjà service à eux-mêmes. Parfait. Alors, on a un petit rituel dans cette interview, c'est qu'on t'offre un cadeau. Alors, je ne sais pas s'il va te faire très plaisir, celui-là, mais tu dois deviner surtout pourquoi on te l'offre. Alors, je te le donne tout de suite. Oui. Voilà. Ah ben ça, c'est pour lutter contre la migraine climatique. Alors, ça peut être pour lutter contre la migraine climatique, mais c'est une boîte de Doliprane. Oui, c'est une boîte de Doliprane, je monte à la caméra. Alors, comme c'est un peu dur de deviner pourquoi je te l'offre, je te donne un indice. Tu vas me dire si tu vois. L'indice, c'est le philosophe Bernard Stiegler. Oui, que je connaissais parce qu'il est décédé. Est-ce que tu vois le rapport avec le Doliprane? Surdosage, danger. Exactement. En fait, je crois que le philosophe Bernard Stiegler décrivait la technique comme un pharmacone. Tu me corrigeras si ça ne prononce pas comme ça. Oui, c'est à la fois un remède et un poison. C'est ce que je viens de te dire, hein. Jamais de progrès sans regret. Exactement. Et si on prend en gros le Doliprane ou même la noix de muscade, si on en prend un peu, c'est très bon et ça sauve la tête. Si on en prend trop, globalement, on meurt. Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée de Stiegler sur le pharmacone? C'est quoi la bonne dose de technique qu'il nous faut du coup? Ça, je crois que c'est très, très important. C'est-à-dire qu'effectivement, je te parlais tout à l'heure de démesure et d'hubris, et le vecteur de cette démesure et cette hubris, c'était la technique.
Et attendre tout des techniques, c'est une imbécilité totale. Je veux dire, c'est un manque de discernement absolu. Les techniques peuvent être intéressantes, mais par définition, elles ont toutes des limites, elles ont tout un contre-coup et tout un handicap. Et donc, tout le problème, c'est de savoir... Moi, je me souviens d'un jeune ingénieur qui avait été formé à l'UTT, la première université où j'ai enseigné, qui était une école d'ingénieurs. Il disait, on est peut-être un peu moins bon dans notre domaine que des gens qui vont sortir d'autres écoles, mais nous autres, ce qu'on nous a appris dans notre école d'ingénieurs, c'est quand il est utile de recourir à la technique ou quand ça n'a aucun sens. Et je trouve ça très fort. Et ça, c'est ce qu'on devrait apprendre à tout ingénieur. Il ne s'agit pas d'être anti-technique, c'est débile. Mon deuxième bouquin s'appelait L'homme artifice. Donc, je suis pas... Et il n'y a pas d'humanité sans technique. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a fasciné nos propres techniques et on s'est en quelque sorte laissé piéger et on n'a pas compris à quel point, effectivement, c'était, comme disait notre ami Bernard, un pharmacone, c'est-à-dire qu'elles étaient à la fois un remède et un poison, et on n'a pas cherché à discerner. Et on est allé comme des fous à fond, et ça débouche sur le monde dans lequel on est. Et imaginer que ce monde-là, on peut l'améliorer en continuant la même attitude, ça relève du simplisme mental. Ok, donc ça c'est très conceptuel, effectivement, il faut une certaine dose de technique, mais comment, qu'est-ce que tu proposes pour évaluer une bonne technique versus une mauvaise technique ? Eh bien, je dirais que là, la démarche low-tech, elle est une démarche très intéressante. Les low-tech... Les low-tech, tu peux définir juste? Oui, justement, je suis en train de définir les low-tech. C'est pas du tout le fait de refuser les techniques, c'est de se dire que la sophistication ne doit pas être simplement dans l'objet. En fait, dans la manière dont on conçoit aujourd'hui des techniques, on sophistique absolument un objet et on ne réfléchit absolument pas à ses usages, à ce qu'il peut donner, au coût, aux dégâts qu'il va pouvoir produire. On y va et la seule chose, c'est je mets un truc sur le marché, à partir du moment où ça se vend, c'est bon. Dans le genre sommaire, on fait pas mieux. La démarche low-tech, c'est de se dire, voilà, j'ai une fin, je vais arriver à tel résultat. Est-ce que déjà ce résultat il est intéressant? Est-ce que ça n'aura pas d'autres conséquences vis-à-vis de la société, etc. Est-ce que j'y perds pas plus que je n'y gagne et tout? Et puis ensuite, après, je vais réfléchir à l'adaptation de l'objet. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'un objet pour arriver à ça? Si c'est un objet, est-ce que vraiment, si je conçois cet objet comme ça, est-ce qu'il m'amène vraiment à cette fin où il va pas produire d'autres choses que je ne désire pas, qui sont des dégâts, etc. Ça, c'est la démarche low-tech. C'est-à-dire que la sophistication, elle est plus simplement dans l'objet, elle est dans la réflexion sur l'objet, sa finalité, son usage, ses conséquences, ses coûts, qu'est-ce qu'il va impliquer sur la société en général, sur la question des injustices, etc. Ça, c'est la démarche low-tech. Et donc, évidemment, c'est la bonne démarche. Mais cette démarche-là, peut-être que dans certains cas, elle va dire, ah bah tiens, pour ça, non, ce truc-là qu'on dit high-tech est peut-être très intéressant. Je ne vais peut-être pas le refuser. Donc on ne se débarrasse pas des high-tech au profit des low-tech, on essaie de trouver une alliance, c'est ça, entre les deux? En tout cas, on va réfléchir et en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut et des conséquences de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut, on va retenir tel ou tel objet pour l'atteindre. Il y a certains ça pourra parfois peut-être être un objet dont on dirait qu'il est high-tech. Est-ce qu'il y a certains usages qui demandent plutôt de la high-tech et d'autres usages qui demandent plutôt de... Est-ce qu'il y a des environnements où on a besoin de plus d'high-tech? J'imagine que la santé, c'est plutôt high-tech, par exemple. Oui, la santé sera... pas forcément. Voilà, la santé sera très high-tech. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, on dépense déjà 10% de l'énergie primaire pour aller chercher des métaux. Qu'on a mangé notre pain blanc, c'est-à-dire que partout le taux de concentration des métaux dans les minerais diminue, qu'on doit donc excaver beaucoup plus, aller de plus en plus profond, puisqu'on a mangé notre pain blanc, les endroits où pour des raisons telluriques ou bactériennes, il y avait des concentrations. Et donc, il faudrait qu'effectivement, comme les high-tech sont très gourmands en général en matériaux sophistiqués, très rares et durs à trouver, on devrait avoir un usage très circonstancié des high-tech. Et les garder pour les usages les plus importants, notamment les usages médicaux, oui. Dernière question, quelle est justement la bonne question que je ne t'ai pas posée dans l'interview aujourd'hui, que tu aurais aimé que je te pose? Je vais être très sympa avec toi, aucune. C'est vrai, même avec une carte blanche, tu n'as pas un sujet que tu voudrais aborder? Non, franchement, on a fait le tour. J'en sais rien, mais en tout cas, tel que je peux l'envisager maintenant, oui, j'en vois pas... Bon, c'est chouette. Voilà. Alors du coup, on a fini notre interview. Donc si tu dois répondre en seulement une ou deux phrases à notre grande question du jour que je vais rappeler, est-ce que la politique ou les technologies peuvent éviter que la planète pète? Le maillage des deux est important. C'est-à-dire attendre tous les techniques, je l'ai dit, c'est complètement absurde, c'est suicidaire, c'est très dangereux. Jusqu'à maintenant, la politique n'a pratiquement rien fait, très peu. Et la politique ne pourrait pas avancer sur le sujet sans elle-même se réformer. C'est les propositions de réforme des institutions, etc.
et encore une fois, sans que les citoyens eux-mêmes ne montent en puissance dans le changement dont on a dit qu'il était en cours. Très bien, eh bien, dernière petite question. J'ai eu la chance de pouvoir te présenter avant notre interview l'aventure Time for the Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution qui est intéressante? Oui, alors ça, c'est aucun autre. Aujourd'hui, on est confronté à une passivité, pour être gentil, des États. Et en tout cas, en attendant qu'on arrive à résoudre ce problème, si tant est qu'on le résolve un jour, ce qui est très important, c'est tout ce qui peut se faire en dehors, puisqu'il n'y a que là que ça se fait. Et donc, effectivement, il y a énormément d'initiatives. La vôtre en est une très, très bonne, avec un effet de levier, enfin, en tout cas, qui est recherché. Et donc, il faut saluer. Mais il y a plein de gens partout, à plein d'endroits, qui font vraiment des choses. C'est eux qu'il faut encourager, féliciter. Et donc, bravo. Merci. Et ben pour conclure, on a un petit rituel de fin d'interview. Voici notre livre d'or qui a été réalisé avec les petites mains de la communauté. Merci. Donc tu vas pouvoir y inscrire, si tu ouvres au marque-page, un petit mot d'encouragement pour Time for the Planet. On va te filmer en train de l'écrire et puis tu pourras nous le lire à la fin. Et donc encore merci Dominique Bourg. Je regarde un peu ce que vous savez. Merci beaucoup pour l'interview en tout cas. Ouais. Bravo à Time for the Planet. Compte tenu de la passivité des États, les initiatives de la société civile sont capitales. La vôtre est particulièrement intéressante. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est pas la grande littérature, mais génial. bon.